Bonjour les amis, je suis hyper contente de vous retrouver dans un nouveau TikTok. Alors déjà je me suis trompée de lait, j'ai mis du lait de soja à la vanille, c'est absolument immonde, à tout moment je vomis dans la vidéo. Comment détester le matcha? Première étape, choisissez le mauvais lait végétal. Mon épisode de podcast avec Slower Stories est sorti aujourd'hui. Je vous mets le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. On a parlé d'entrepreneuriat, de YouTube, de bien-être. Et pour ce TikTok, si vous avez envie d'aller à une question en particulier, vous n'avez pas envie d'écouter toute la discussion, je vous mettrai un sommaire dans la barre d'infos. J'ai adoré vos questions. Il y en a certaines qui n'étaient pas du tout politiquement correctes, mais justement je vais essayer d'y répondre. Pour l'ordre, ça sera un peu au hasard. Je vais répondre à des questions que vous m'avez posées sur Instagram lorsque j'ai lancé une Q&A. Première question, ça j'adore. Un conseil pour réussir ses études. Vous savez, je suis hyper scolaire. Vraiment, j'adore apprendre et de ce fait, j'ai développé pas mal de systèmes de processus. J'étais en train de lire le livre d'Idriss Aberkan, Libérez votre cerveau, et il donnait une astuce que j'ai trouvée hyper pertinente. Alors, c'est vrai ou pas, mais il disait que à la fin de ses cours, il allait lui-même donner à des élèves le cours qu'il venait de prendre. Et de cette manière, il l'écoutait avec beaucoup plus d'attention puisqu'il se disait qu'il devait transmettre les informations qu'il venait d'apprendre à des élèves juste après. Donc, le fait d'écouter activement en cours, c'est hyper important. Souvent, on est passif et moi, la première, mon esprit s'évade, je rêve, etc. Et donc ça, c'est vraiment la chose à pas faire. La première des choses, c'est de rester concentré en cours et de prendre des notes et surtout d'apprendre au fur et à mesure parce qu'on a souvent tendance à se dire oh, ça va, les partiels, c'est dans 3 semaines, j'ai le temps de tout bien réviser. Alors que si on apprend chaque jour un petit peu et qu'on revoit les leçons qu'on a vues la journée, c'est bien mieux. Après, il faut savoir si vous avez une mémoire visuelle, une mémoire auditive, la chance. Ceux qui ont une mémoire auditive, par exemple William, il peut assister à un cours, il retiendra tout, il n'a pas besoin d'écrire. Alors que moi, je vais devoir réécrire 3 fois le cours et c'est exactement ce que je faisais à la fin de la journée. Je reprenais mes cours, je les réécrivais plusieurs fois et ce qui fonctionnait très très bien pour moi aussi, c'était de les relire le soir, juste avant de m'endormir. Après, tu touches plus ton téléphone, etc. Mais tu relis 3 fois le cours et ton cerveau travaille pendant la nuit et tu vas assimiler des choses tout en dormant. Donc ça, c'est vraiment à savoir, ça fonctionne hyper bien. Un autre système que j'avais mis en place, qui m'avait bien aidé, notamment pour le bac d'histoire, c'est que, alors déjà, bien sûr, je connaissais bien les cours, mais surtout, j'avais appris le squelette du cours par cœur. Autant le corps, le texte, je le connaissais pas par cœur, mais j'avais retenu les concepts, etc. Mais le fait d'apprendre le squelette du cours, c'est-à-dire chapitre 1, petit a, petit b, petit c, chapitre 2, petit a, petit b, petit c, puis chapitre 3, etc. Tu as le squelette de ton cours. Si ça, tu le connais par cœur, tu le réécris en premier sur ta feuille et ensuite, tu vas avoir les bonnes infos qui vont aller s'imbriquer dans différents chapitres ou sous-parties. Donc apprenez le plan par cœur et ensuite comprenez bien votre cours. Souvent, quand on sort d'un cours, ce qu'on retient, c'est la petite anecdote un petit peu sympa, un peu curieuse, qui sort du cours académique. Donc essayez, si le prof ne le fait pas, de créer vos propres anecdotes, vos propres métaphores, d'aller chercher quelque chose qui va vraiment retenir votre attention et vous faire retenir le cours de manière générale autour de cette anecdote. Ensuite, évidemment, surligner avec des couleurs différentes qui correspondent à des thèmes différents. En vrai de vrai, la base des bases, pour réussir ses études, c'est de faire des études qui nous plaisent parce qu'on retient bien mieux les choses qu'on a envie d'apprendre. Comment ne pas culpabiliser quand on n'a pas le temps de faire du sport? Je vais commencer par une petite réponse qui n'est pas très politiquement correcte. Poppy! Coucou! Oh my god! C'est trop beau! Merci! Waouh! Oh mon dieu! Je filme le 14 février, regardez ce que j'ai, mais c'est trop beau, merci mon amour. Wow, il est énorme. Il est tellement énorme que j'ai mal au bras. Il est massif. Il m'a dit qu'il avait demandé à Sébastien, fais-moi un bouquet tellement gros que ça en deviendrait presque ridicule. Énorme, c'est pas du tout ridicule. Moi j'adore. Alors, pour revenir à la question de la culpabilité par rapport au sport, je vais pas te donner la réponse que t'attends. Je vais pas donner une réponse très politiquement correcte, mais je trouve que la culpabilité n'est pas une mauvaise chose. On entend toujours arrête de culpabiliser, ça sert à rien, faut pas culpabiliser. Mais moi je trouve que c'est un bon indicateur parce que ça te montre ce qui compte vraiment pour toi et ce que tu sais à l'intérieur qui est bon pour toi. Quand tu dis que tu n'as pas le temps de faire du sport, c'est
pas vrai. C'est que tu ne prends pas le temps de faire du sport, c'est que c'est pas une priorité pour toi. Mais ça, c'est pas grave parce que, par exemple, pour moi aujourd'hui, c'est pas ma priorité. Donc, je l'ai défini ainsi et je prends ma responsabilité de me dire ok, en ce moment, je fais pas de sport parce que j'ai décidé que j'allais pas en faire parce que c'est pas ma priorité. Pour autant, je fais quand même de l'activité physique dans le sens où je vais faire des grandes balades, etc. Je fais mes 10 000 pas par jour, voilà. Mais quand tu prends la responsabilité et quand c'est un choix, eh bien, ça ne devient plus de la culpabilité, ça devient justement un choix et une organisation en fonction de tes priorités. Maintenant, pourquoi tu ne fais pas de sport? Peut-être parce que tu as la flemme d'aller à la salle et pour faire du sport, t'as pas du tout besoin d'aller à la salle. Tu prends ton ordinateur, tu te mets une petite vidéo de Pamela sur YouTube et tu fais tes 15 minutes de sport. Parce que lorsque tu es en train de scroller sur Instagram et que tu regardes mes stories, que tu prends le temps de répondre, de me poser une question, déjà super gentil, merci beaucoup, mais tu vois, c'est du temps que tu aurais pu allouer à une séance de sport. C'est en ce sens que je dis qu'on a toujours le temps, c'est juste qu'on ne le prend pas forcément. Et c'est le fait de se dire je devrais le faire parce que je sais que c'est bon pour moi et que ça fait partie de mon équilibre, de mon bien-être quotidien, mais je le fais pas, je fais autre chose à la place qui est pas génial pour mon bien-être. À ce moment-là, on peut culpabiliser, c'est vrai. Donc finalement, tu as deux choix. Soit tu te dis que tu as envie d'arrêter de culpabiliser et tu fais vraiment ton sport parce que c'est une de tes priorités et que tu as envie de le faire pour ton équilibre global. Soit tu prends carrément la responsabilité de te dire je vais pas culpabiliser et c'est un choix délibéré de pas faire de sport. Mais l'excuse de j'ai pas le temps, non. On a toujours le temps de faire les choses qui nous tiennent vraiment à cœur, qu'on aime vraiment. Après, il y a des gens pour qui la culpabilité c'est carrément maladif et que même lorsqu'ils se font 5 séances de sport par semaine, ils vont culpabiliser de ne pas avoir fait cette séance. Et à ce compte-là, il faut vraiment revenir à l'intérieur, essayer de voir pourquoi on se sent jamais à la hauteur, pourquoi on a l'impression que ce qu'on fait c'est jamais suffisant. Peut-être que ça vient de l'éducation, peut-être que vous avez eu des professeurs qui vous ont dit que vous ne seriez jamais assez, que vous n'y arriverez jamais. Donc voilà, je veux absolument pas minimiser ça, au contraire, c'est hyper bon d'aller toujours à la source et de comprendre pourquoi on culpabilise, si c'est de la culpabilité saine ou moins saine. Je trouve que la culpabilité reste un bon indicateur et qu'il faudrait arrêter de dire aux gens arrête de culpabiliser. C'est comme le arrête de pleurer. Non, arrête pas de pleurer, c'est bon de pleurer, tu peux pleurer, t'as le droit et c'est un bon exutoire, ça te permet de déstresser. Enfin voilà, en général quand on voit quelqu'un, ah non, faut pas pleurer, arrête de pleurer, parce que nous on a mal au cœur de voir quelqu'un pleurer alors qu'au fond c'est un mécanisme du corps, c'est un mécanisme de défense et c'est bon. Donc voilà ce que j'en pense. Bonjour, quelles sont les 3 qualités indispensables qu'un entrepreneur doit avoir lorsqu'il débute? Ce sera plutôt des capacités, mais je trouve la capacité à prendre des risques parce que quand tu es entrepreneur, tu prends toujours des risques et ça va de pair, mais assumer la responsabilité de ses actes, de ses décisions. Donc bonne tolérance au risque. Une deuxième chose, une très bonne capacité d'adaptation. On a toujours besoin de s'adapter parce que la vie d'un entrepreneur, c'est 80% de galères, de choses qui ne se passent pas comme prévu, de fournisseurs qui ne te livrent pas à temps, de SAV, de problèmes de justice, etc. C'est pas tout rose en fait la vie d'un entrepreneur, donc ça faut le savoir. Même si tu as les bons côtés de gérer ton temps comme tu l'entends, d'être indépendant, de pas dépendre d'un patron, etc. Il y a quand même beaucoup de côtés négatifs qu'il ne faut absolument pas négliger. Et donc voilà, ce côté caméléon, adaptation, c'est le deuxième. Et le troisième pour moi, ce serait quand même un esprit créatif pour justement savoir rebondir et prendre de nouvelles décisions, savoir s'adapter. Mais voilà, dans cet esprit de à la fois j'ai des idées originales, créatives. Voilà, pour moi ce seraient les 3. Risque et décision, adaptation et créativité. Avez-vous déjà eu des phobies d'impulsion? Alors ça, je suis hyper contente que vous en parliez parce que ça touche énormément de gens. J'en ai déjà eu et ça fait très peur. Lorsque j'étais dans mon premier appartement à Paris, j'avais la phobie, enfin t'as l'impression que tu vas faire quelque chose qui est extrêmement mauvais pour toi ou pour les autres. Par exemple, moi je pensais que j'allais planter William dans son sommeil. Après, tu as d'autres personnes qui vont se penser capables de faire du mal à leur bébé. D'autres personnes qui vont se penser capables de sauter par la fenêtre.
ou d'autres personnes. Vous voyez, c'est que des trucs vraiment très graves comme ça qui peuvent porter atteinte à notre vie ou celle des autres. Mais en fait, c'est un mécanisme de défense de notre cerveau qui imagine notre réaction dans la pire des situations. Moi, ce que j'ai en ce moment, c'est que, enfin en ce moment, depuis que j'ai Poppy, c'est que j'imagine le pire pour elle. J'imagine qu'elle se fait écraser, j'imagine qu'il y a un chien qui l'attaque, bref, des trucs horribles. Et je me fais des scénarios comme ça dans ma tête, surtout le soir, hein. C'est surtout quand on est endormi, enfin quand on va s'endormir, quand on est limite dans un état de conscience modifié et qu'on est là dans son lit et on se fait des scénarios, mais des films noirs et tu te dis mais pourquoi je m'inflige ça en fait? Pourquoi je suis en train de me faire ce film alors que tout va bien, tout le monde est en bonne santé, pourquoi je fais ça? Après je demande à William, il me dit bon non, moi je fais pas ça du tout, donc je sais pas si c'est une catégorie de personnes plus sensibles, j'en sais rien, mais le fait est que si ça peut vous rassurer, j'en avais parlé avec vous sur Instagram et on était vraiment des dizaines et des centaines à se faire les mêmes films noirs, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un mécanisme de défense de notre cerveau justement pour anticiper le pire et voir comment on réagirait dans cette situation. Mais là on dévie un petit peu des phobies d'impulsion. Ce que je peux vous dire dans la phobie d'impulsion, c'est que même si vous pensez que vous êtes capable de faire du mal, vous n'en serez pas, vous passerez pas à l'acte en fait. Les gens qui ont des phobies d'impulsion, ils passent jamais à l'acte. C'est vrai que ça te bouffe le cerveau. Le fait de faire de la méditation, ça aide énormément à se recentrer sur soi, à s'apaiser, à pouvoir gérer justement la petite voix à l'intérieur. Donc je vous conseillerais fortement de commencer la méditation et puis ensuite d'aller voir des professionnels si vous le souhaitez, des thérapeutes, donc hypnotiseur, etc. Ou même psychologue, en fait, ça dépend vraiment de votre phobie d'impulsion, mais sachez que même si vous pensez que vous êtes capable, vous le ferez pas. N'ai jamais planté William dans son sommeil. Mais c'est marrant parce qu'elle est partie cette phobie d'impulsion, c'était vraiment juste quand j'étais dans mon premier appartement et maintenant ça me le fait plus du tout. Donc peut-être qu'il y a aussi des mauvais esprits, des mauvaises ondes qui s'amusent avec nous à nous mettre ça dans notre tête en fonction du lieu dans lequel on se trouve, s'il est plus ou moins purifié, utiliser de la sauge éventuellement. J'en sais rien, essayez de mettre vos expériences dans les commentaires. En vrai, j'en rigole, mais c'est pas du tout drôle quand on expérimente ça. Donc ouais, si vous avez des conseils, si vous avez votre propre expérience, un témoignage à laisser, n'hésitez pas. Alors ça m'est fou rire quand j'ai vu cette question. Je cherche la recette de la salade de fenouil de JC. Pardon, mais c'est hyper drôle. En fait, c'est mon meilleur pote, il s'appelle JC, mais le J et le C parce qu'il s'appelle Jean-Charles. Et souvent, on l'appelle Gis parce que il se veut américain, tu vois. Donc, JC, c'est le début de JC, mais à l'américaine. C'est pour ça que sur sa cure, à chaque fois, je lui mets le grand Gis, voilà. Et sinon, la recette de sa salade de fenouil, je vous la mets dans le petit i. C'était à la fin d'un vlog qu'il faut que je retrouve. Comment attirer des personnes qui ont la même résonance que nous? Hyper important cette question, je l'adore parce qu'effectivement, c'est mieux d'être avec des personnes qui vibrent à la même fréquence. Alors j'ai compris mon problème. Lorsque je rencontre quelqu'un, je vais faire effet miroir avec la personne et je vais m'adapter à son énergie et je vais vibrer à la même hauteur qu'elle parce que j'ai toujours ce truc de ah ouais mais les gens ils m'aimeront mieux si je leur ressemble, si je suis comme eux, si je fais miroir et tout. Et c'est inconscient hein, mais je sais qu'on est énormément à être comme ça. C'est pas qu'on perd notre personnalité, mais c'est qu'on a toujours ce besoin que les autres se sentent confortables, se sentent bien avec nous et nous aiment. Je pense que c'est un besoin d'acceptation, un besoin de ouais que les gens disent ah elle est trop sympa, j'adore cette fille et tout. Mais c'est un gros problème parce qu'à ce compte-là, tu vas changer tout le temps ta fréquence vibratoire en fonction des gens que tu rencontres et c'est vraiment pas bon. Donc je vais vous donner un conseil à la noix, mais il faut vraiment essayer de rester soi-même et les gens qui vibrent à la même fréquence que vous viendront à vous et vous resterez liés. Alors que si vous vous adaptez, comme vous avez l'habitude instinctivement de le faire, et bien à ce compte-là, effectivement, vous n'allez pas rester amis avec des gens qui vous ressemblent. Aimerais-tu réduire ta consommation d'avocats, planète, etc. Non, encore une fois, une réponse pas politiquement correcte, mais non, je n'aimerais pas réduire ma consommation d'avocats. Merci de le demander. Non, en vrai, c'est très bien de sensibiliser les gens sur l'écologie. C'est juste que tu me connais pas, tu sais pas combien d'avocats je mange par semaine. Et pour te répondre, je mange en moyenne 1 avocat par semaine. Donc, j'ai déjà réduit par rapport à ce que je faisais. C'est-à-dire que je vais manger la moitié d'un avocat sur un
un toast un jour et puis ensuite je vais manger l'autre moitié d'un avocat dans un bowl, voilà. Mais aussi ce qu'il faut se dire, pourquoi cette question m'énerve un peu, c'est que je fais tellement de choses qui sont alignées avec une consommation responsable. Je suis pas parfaite, hein. Alors ça c'est clair que je suis pas du tout parfaite. Je vais de temps en temps acheter des fringues de fast fashion, etc. Mais je suis végétarienne depuis toujours, presque 27 ans. Ensuite, je n'ai pas de voiture, je ne conduis pas. Certes, peut-être que tu manges pas d'avocat, mais est-ce que tu as une voiture? Ensuite, je vais faire toutes mes courses au marché qui est en face de chez moi. Vraiment, j'essaie au plus possible de faire travailler les commerçants de mon quartier et j'essaie vraiment de montrer l'exemple là-dessus. Maintenant, bien sûr, on n'est pas parfait. Bien sûr, je consomme des avocats, mais je culpabilise pas du tout parce que je sais qu'à côté, je fais des choix qui sont responsables et qu'on ne peut pas être 100% parfait et c'est pas grave. Et je pense qu'il faut encourager les petits pas et dire aux gens « Oh, c'est trop cool que tu ailles acheter tes courses au marché en bas de chez toi plutôt que ce que tu comptes réduire ta consommation d'avocat. » Voilà, j'ai conscience de pas être parfaite, mais j'ai pas besoin de conseils moralisateurs non plus et je pense que personne n'a besoin de conseils moralisateurs et que pour changer le mode de consommation, il vaut mieux récompenser les bons comportements plutôt que de punir à chaque fois qu'on fait. En fait, c'est le principe de l'éducation positive hein, et ça fonctionne plutôt bien. Que conseilles-tu contre les ballonnements, digestion, etc. Alors ça, j'en ai fait toute une vidéo, donc si ça vous intéresse, je vous la mets dans le petit i. Si je peux vous donner un seul conseil, c'est ce dont on discutait avec Mélanie la dernière fois lorsque je suis allée la rejoindre à la Part-Dieu pour qu'on déjeune ensemble. C'est que en général, on se concentre sur ce que l'on mange, sur les aliments en tant que tels, et on oublie totalement notre manière de manger. La dernière fois, je regardais William et j'ai vu qu'il avalait sa bouchée, énorme d'ailleurs, après avoir mâché 6 fois. Je lui dis non mais attends, c'est une blague, tu mâches si peu, alors que moi j'étais à 36. Donc ça c'est vraiment la première des choses, il faut mâcher ces aliments, limite à ce que ce soit de la bouillie, parce que littéralement ça mâche le travail à vos intestins, parce que si vous ne mâchez pas assez, que vous avalez des gros morceaux, que vous êtes en train de parler, et ce qui est normal, hein, on a des discussions avec vos collègues, avec votre famille, etc. Si tu te dépêches de manger pour pouvoir répondre ou voilà, tu vas pas mâcher assez longtemps. Donc mâchez le plus possible et vous verrez que vous aurez beaucoup moins de ballonnements. Ensuite, posez votre fourchette. Déjà, c'est beaucoup plus élégant de manger en posant ses couverts. Ça veut dire qu'on n'est pas complètement affamé comme ça. Posez vos couverts de temps en temps. Essayez de regarder combien de temps vous prenez pour manger. En général, on prend 5 minutes, 7 minutes maximum. Donc, essayez de le faire en 20 minutes. Vraiment, posez vos couverts. Ensuite, essayez de ne pas trop boire pendant le repas. Essayez de boire par exemple une demi-heure avant ou un petit peu après quand même, parce que sinon ça va diluer les enzymes digestives. Et comme son nom l'indique, ce sont des enzymes qui aident au bon fonctionnement de la digestion. Essayez d'avoir conscience de ce que vous mangez, parce que parfois vous grignotez même quand vous préparez le repas, vous mangez une olive, un morceau de pain, etc. Et à la fin, ça vous fait un repas avant votre repas sans que vous vous en rendiez compte. Donc je trouve ça bien à la fin de la journée de savoir exactement ce qu'on a mangé, le matin, le midi, au snack, le soir, etc. Et de pas grignoter constamment parce que ça fatigue aussi vos intestins. Évidemment, on a les produits laitiers, le gluten, l'alcool, plein de choses qui nous rendent ballonnés. Et donc, je vous invite à regarder ma vidéo là-dessus parce que je vous donne vraiment tout en détail. Cette vidéo, c'est vraiment des sujets et ça passe vraiment du coq à l'âne. Comment ne pas se sentir seul après une rupture? Alors, c'est pas possible parce que tu as partagé ton quotidien avec quelqu'un et surtout cette personne c'est devenu ta drogue. Ça t'a procuré tellement d'ocytocine que ton corps en redemande et c'est d'ailleurs pour ça qu'on renvoie des messages à nos ex. Sachez que c'est tout à fait normal. Ça veut dire que votre corps n'est pas encore sevré et qu'il a besoin de sa dose d'ocytocine. On va ramener un petit peu de terre à terre, de chimie là-dedans, mais c'est principalement à cause de l'ocytocine. C'est pour ça qu'on dit, et ça c'est ce qui a le mieux fonctionné sur moi, que c'est le fait de rencontrer une nouvelle personne qui nous fait oublier notre ex parce que justement on récupère à nouveau notre dose d'ocytocine, notre drogue. Après, je vous encourage pas à avoir des relations de pansement non plus parce que je trouve ça hyper respectueux par rapport à la personne qui est en face de vous et qui peut-être imagine une histoire avec vous. Mais voilà, on n'est pas des surhommes, c'est tout à fait normal de se sentir seul après une rupture. Et donc, c'est pour ça qu'on dit aussi qu'il faut bien s'entourer après une rupture et qu'il faut pas rester seul pour que nos amis nous apportent notre dose
d'émotions positives générées justement par des liens forts. Même si l'amitié est différente de l'amour, eh bien ça peut aider quand même. Donc ne restez pas tout seul, entourez-vous même de votre famille, même si ce ne sera pas le même rapport de tendresse, de séduction, etc. Ça aide quand même énormément. Que penses-tu des notions d'énergie féminine et ou masculine ? Ça non plus c'est pas trop politiquement correct, mais je suis intimement convaincue que le monde est régi d'énergie féminine, aussi appelée énergie yin, et d'énergie masculine, énergie yang. Je suis pas un homme en fait. Je sais qu'il y a des non-binaires, etc. J'ai pas les mêmes hormones, pas le même système de pensée. Je parle de manière globale, on est d'accord, hein. Et je trouve que les femmes sont de plus en plus yang, ont de plus en plus d'énergie masculine. Pourquoi ? Parce que déjà on s'est battu, et ça on a eu raison de le faire, pour avoir notre indépendance, pour travailler, pour être égal aux hommes. Pas de traitement de faveur, pas de différence de salaire, etc. Ça, bien sûr, tout le monde est d'accord. Mais je trouve que les femmes ont de plus en plus une énergie yang parce qu'elles vont entreprendre, parce qu'elles vont travailler dur, plus devoir s'occuper de plein de choses à la maison, on va pas se le cacher non plus. Et je trouve, quand je regarde les hommes tels que je les vois aujourd'hui par rapport à la génération de mes grands-parents, que ça s'inverse également et que les hommes embrassent peut-être un peu plus leur énergie yin. Je suis pas du tout dans le jugement, c'est juste une observation que je fais de la société actuelle. Dans mon ressenti, dans ma perception, dans ma pensée, j'ai le droit. Je prends des pincettes parce que vraiment, voilà, je trouve que les femmes ont de plus en plus une énergie yang et les hommes de plus en plus une énergie yin. Mais pour moi, pour qu'un couple fonctionne, peu importe qu'il soit hétérosexuel, homosexuel et d'autres, il doit y avoir un équilibre dans ces énergies. Parce que si les deux personnes sont en très très fort, mettons que vous ayez tous les deux 70% d'énergie yang, il va y avoir beaucoup plus de tensions, de conflits. Et pour moi, l'harmonie se crée justement lorsque l'on arrive à équilibrer l'énergie yin et yang. On s'en moque que ce soit la femme qui soit plus masculine, l'homme qui soit plus féminin. On s'en moque de tout ça. Mais je trouve que c'est important de constater un certain équilibre de yin et de yang pour que ça s'imbrique plus harmonieusement. Voilà ce que j'en pense. N'hésitez pas à réagir à ce que j'ai dit, évidemment dans la bienveillance, mais vous connaissant, je sais que j'ai une communauté. Ne me fais pas de soucis là-dessus en réalité. J'espère que ça vous aura plu, que les questions vous auront plu. Je vous embrasse fort et je vous dis à dimanche prochain, 10h du matin pour un nouveau weekly vlog. Bye, prenez soin de vous.